Mesdames et messieurs, bonsoir. Fonds publics, deniers publics, finances publiques et j'en passe, autant de termes pour désigner un objet qui cristallise toutes les passions, nourrit la suspicion, ceux dont l'usage même fonde en grande partie la lutte contre la corruption. L'argent public, ou du moins le contrôle de son utilisation, échoue désormais à la Cour des comptes, institution constitutionnalisée à l'occasion de la révision de notre loi fondamentale. Ainsi, de l'article 134.3 de la loi 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin, on peut lire entre autres que la Cour des comptes veille au bon emploi des fonds publics, mais aussi que les décisions de la Cour des comptes ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif ainsi qu'à toutes les juridictions. Avec la récente prestation de serment de sa présidente, la magistrate Ismat Biotchane Mamadou, la nomination du procureur général, on peut d'ores et déjà s'avancer sur l'opérationnalisation de la plus haute institution de contrôle des comptes publics en République du Bénin. Une échéance attendue de longue date. Alors, quel est le contexte de la création de cette cour? Quelles seront les attributions de cette cour? Disposera-t-elle d'une réelle marge de manœuvre? Comment s'agencera-t-elle dans l'architecture institutionnelle en place? Aura-t-elle une réelle influence sur le comportement des acteurs politiques? Est-elle à l'abri de toute instrumentalisation? Qu'entend-on par bon emploi des fonds publics, la Cour des comptes, juste une autre comptabilité nationale? Ce sont autant de questions qui sont en suspens ce soir et que nous essaierons avec nos invités d'y répondre. Et comme c'est un habitué de nos plateaux, je vais présenter Joël Ataï Gedegbe, acteur de la société civile, expert en gouvernance. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Noumon. Bonsoir, monsieur Atta. Merci de votre présence. Et l'autre invité, c'est Maxime Bruno Akakpo, consultant en finance et audit public et un technicien chevronné des comptes publics, anciennement à la Cour suprême, ancien membre du réseau des praticiens des finances publiques chargé des réformes communautaires dans l'espace UEMOA, auteur également. Il a publié 2 ouvrages sur la question: Démocratie financière en Afrique occidentale francophone et Réflexion sur la gouvernance financière au Bénin. Bonsoir monsieur Akakpo. Bonsoir monsieur Noumon. Et merci de nous avoir rejoints ce soir. Voilà. L'autre invité, c'est Julio Tometti qui nous rejoindra, nous l'espérons, tout au long dans quelques instants, nous l'espérons pour participer à cette émission. Voilà. Je vais commencer par poser la première question à Joël Ataï Gedegbe. La Cour des comptes, ça vous évoque quoi, très concrètement? La Cour des comptes, c'est, disons, le maillon institutionnel qui nous manquait. Et en tout cas, par rapport à la bonne tenue des finances publiques de notre pays, il manquait sérieusement une juridiction de ce niveau-là pour certifier les comptes au bout. Non pas qu'il n'y ait jamais eu quelque chose. On a eu la Chambre des comptes en temps, mais ce n'était pas du tout avec les mêmes prérogatives. Donc l'avènement de la Cour des comptes est une chose qui a été attendue de très longue date. Vous l'auriez entendu et vu de par les initiatives de la société civile, mais voire même au niveau de la classe politique qui était peu ou prou d'accord dans son ensemble pour la mise en place d'une Cour des comptes. Donc on ne peut que saluer son avènement et à travers la révision de la Constitution et sa mise en branle désormais avec la loi organique et les premiers dirigeants de la dite cour, à savoir la présidente, comme vous l'avez dit, et le procureur général. Et voilà. Maxime Bruno Akakpo, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le contexte de la création de cette cour? Président de la Chambre des comptes. Je voulais le préciser parce que vous avez passé plus d'une vingtaine d'années à la Chambre des comptes de la Cour suprême en qualité de vérificateur, de conseiller et ensuite en tant que président de chambre. Alors, donc vous êtes le mieux placé sur ce plateau pour nous parler du contexte de la création de cette cour et de la genèse de cette histoire. Je vous remercie pour l'invitation. C'est un plaisir de partager avec vous sur le débat technique. D'abord, je voudrais dire un mot à l'adresse de ceux qui ont pensé cette initiative de débat technique.
parce qu'on a une trop grande focalisation sur le débat politique dans notre pays. Il faut y aller. Je vous remercie. Disons que d'abord, la Cour des comptes, c'est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques dans le système latin de gestion des finances publiques. Donc c'est une institution supérieure de contrôle des finances publiques. J'insiste là-dessus parce que c'est une institution de contrôle avant d'être une juridiction. Ouais. Donc les conditions de sa création, si on doit faire un peu d'historique, on va remonter d'abord à l'indépendance, pour constater que lorsque nos États, anciennement colonies de la France, ont accédé à l'indépendance, on a mis en place un dispositif de juridiction unique qui intègre les 4 branches classiques du droit, si vous voulez. Alors, donc, il y a la chambre constitutionnelle, il y a eu la chambre constitutionnelle, il y a la chambre administrative, la chambre judiciaire et puis la chambre des comptes. Et donc, mais dans aucun des pays de l'UEMOA comme de la CEMAC, les juridictions financières, c'est-à-dire le volet financier, n'a prospéré. Elle n'a pas prospéré parce que très vite, il y a eu une judiciarisation de cette entité que je viens de décrire comme étant une entité de contrôle. Et donc, ça n'a pas prospéré. Et puis, disons, c'est seulement au bout d'une quarantaine d'années que l'UEMOA, ayant fait le constat de non-développement des activités de contrôle externe dans nos pays, a fini par identifier là où le mauvais départ avait été pris, c'est-à-dire qu'il fallait autonomiser cette institution supérieure de contrôle pour lui donner le dynamisme qui pourra faire en sorte que elle puisse jouer son rôle dans un État démocratique. Il ne faut pas oublier que dans un État démocratique, il y a une répartition des rôles. C'est plus sérieux en matière de finances publiques. Il faut déjà se dire aussi que les finances publiques obéissent à un principe basique d'organisation sociale, les normes. Vous savez, dans toute société, il y a l'édition des normes. Tout fonctionne suivant des normes. Que ces normes-là soient convenues entre les parties ou bien que ce soit des normes qui s'imposent à eux. Nous sommes là sur un plateau. Même la façon dont nous nous sommes habillés pour venir, c'est des normes qui nous ont dicté ça. Donc, il y a l'édition des normes. Ensuite, il y a l'application des normes. C'est les normes qu'on applique. Et puis, il y a le contrôle de l'application des normes, de façon à savoir si les gens respectent toujours les normes. Et lorsqu'il y a des déviations par rapport à ce contrôle-là, on passe à la sanction des déviants. Donc, c'est dans ce cadre-là que le système d'utilisation des deniers publics a prévu des institutions pour refléter chaque étape du processus que je viens de vous décliner là. Et donc, exactement comme ce qui se fait chez le privé. Oui, vous allez, les actionnaires, ce n'est pas eux qui gèrent directement l'ensemble. Il y a le conseil d'administration, la direction générale, le commissaire aux comptes et puis la justice quand ça dépasse les bornes. De la même façon, au niveau des États, il y a les citoyens qui délèguent leur pouvoir à une assemblée nationale qui édite les normes, les lois, le budget qu'on vote. Il y a le gouvernement qui applique, donc qui met en œuvre les crédits votés par l'Assemblée nationale. Il y a l'auditeur externe,
c'est-à-dire l'institution supérieure de contrôle des finances publiques, qui est la Cour des comptes, et puis il y a la justice pour la sanction des déviations. Donc, c'était une nécessité d'avoir cette instance-là, mais qui soit vraiment opérationnelle. Parce que si cela ne l'est pas, si on tire une croix sur le contrôle, vous voyez que le dispositif que je viens d'exposer là, d'organisation sociale, le dispositif pêche quelque part. Et c'est parce que justement, à l'indépendance, nous avons fait une option qui portait en son sein les gènes de la non-performance, que la mauvaise gestion s'est installée et puis la corruption a fait son lit. Donc la Cour des comptes doit pouvoir rétablir cet équilibre des choses et faire en sorte que nos pays avancent mieux dans la gestion publique. Je reste avec vous. Quelle a été l'utilité? Pourquoi ne s'est-on pas contenté de la Chambre des comptes de la Cour suprême, où ce n'est pas les mêmes prérogatives, ce n'est pas le même champ d'action? Pourquoi cette évolution? Je viens de vous parler de la judiciarisation de cette institution de contrôle. Ce n'est pas seulement au Bénin, ça s'est passé partout. Donc on n'a pas su quelle est la mission effective de cette juridiction-là. La Cour des comptes, c'est comme les inspections. Ils ont le même cahier des charges, pratiquement, que des inspections, que le commissaire au compte, qu'un cabinet d'audit privé. Vous voyez, c'est d'abord ça. Et puis, c'est par la suite qu'elle exerce une mission, une fonction juridictionnelle. Et d'ailleurs, c'est bien, la répartition des rôles est bien perceptible au niveau du système anglo-saxon. Les auditeurs externes, les 4 éléments que j'ai cités là, il y a l'auditeur externe qui n'est que dans le rôle d'auditeur. Mais dans le système latin, on a pensé que l'auditeur externe, c'est-à-dire l'institution supérieure de contrôle, en plus de faire de contrôle, il faut qu'on lui donne le pouvoir pour que quand elle a découvert des irrégularités financières, qu'elle puisse sanctionner directement. Donc c'est la différence avec le système anglo-saxon. Donc le juge des comptes, à 80%, il va faire de l'audit. Et puis, quand il va découvrir des irrégularités graves, là, il va mettre en son manteau de juge et procéder à la sanction des irrégularités financières. Procéder à la sanction, déférer aux tribunaux pénaux, oui. Ce qui mérite réellement cela, y compris la criette, en l'espèce, dans notre cas de figure. Donc il y a quand même des perspectives que la répression soit prise en charge, et en plus de la fonction d'audit, de conseil, qui est fondamentalement celle d'une Cour des comptes. Je reste avec vous à présent, en tant qu'acteur de la société civile. Est-ce qu'on peut dire que la Cour des comptes a quand même mis du temps, les politiques ont mis du temps quand même pour c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que c'est une mauvaise volonté politique aujourd'hui, parce que ça a été une longue promesse? On a vu récemment, je pense que c'était fin de 2019, début 2020 ou 2021, un plaidoyer de la société civile en ce sens pour qu'enfin la Cour des comptes soit une réalité. C'est le dernier plaidoyer en date. Oui. De tout temps, les uns et les autres ont fait des plaidoyers. Peut-être que le politique n'a pas perçu l'intérêt de ce dispositif. Peut-être également que politiquement, l'ayant perçu, il a choisi de mettre ça sous le boisseau. Dieu seul sait. Mais ensemble également, nous avons craint qu'à la faveur d'une modification de la Constitution ayant pour prétexte la seule institutionnalisation de la Cour des comptes, on ne bouleverse tout l'édifice. Donc peut-être aussi que la population a participé de la crainte que, sous prétexte de Cour des comptes, on en arrive à jeter le bébé, enfin c'est notre Constitution dans ce qu'elle avait de positif ou d'acquis,
Et voilà, l'un dans l'autre, on se retrouve avec seulement la révision en 2019 sur ce point et le début de mise en œuvre en 2021. Bon, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Donc l'essentiel est d'avancer désormais et de ne plus trop regarder dans le passé. Regarder vers le passé, c'est fondamentalement pour corriger ce qui n'aurait jamais dû être. On a fait 40 à 50 ans de gestion publique sans certification des comptes, sans reddition de comptes. C'est assez impensable quand même. On a avancé comme ça dans le vide. Et aujourd'hui, il s'agit de moderniser, enfin, d'avancer avec cet outil-là, parallèlement à la modernisation de la gestion des finances publiques, sinon aux réformes attendues du système des finances publiques dans notre pays. M. Akapo aussi pourrait nous édifier davantage sur ce qui attend cette Cour des comptes. Voilà, concrètement, quelles sont les attributions de cette Cour? Beaucoup moins même la question de la corruption que oui, de l'accompagnement de notre système de finances publiques, transparence pour sa modernisation, sa mise à niveau. Voilà. Quand on parle de cette Cour des comptes, quelles sont les attributions précises? En fait, concrètement, comment ça se passe? Est-ce que je prends par exemple un ministère qui a géré des budgets, on a les projets, ainsi de suite. Est-ce que ça veut dire que au début du projet, il y a des pièces que la Cour des comptes doit avoir ou la Cour des comptes laisse... En fait, comment le contrôle se fait concrètement? Comme un auditeur normal, parce que là, il faut la communication des pièces, il faut beaucoup de choses. Très concrètement, comment ça se fait? Oui, d'accord. Pour ce qui concerne les attributions, il faut déjà comprendre une chose. Et la Cour des comptes a globalement 4 missions. Si on ne perçoit pas bien ça, on ne comprendra pas l'importance de cette juridiction. La première mission, c'est d'assurer l'effectivité de la reddition des comptes. Il vient d'en parler. L'effectivité de la reddition des comptes. C'est-à-dire que tous ceux qui utilisent l'argent du citoyen, ils ont l'obligation de produire à la fin, donc à la fin de chaque année, ils ont l'obligation de produire de l'information au juge des comptes sur la façon dont ces fonds ont été utilisés. Et les textes donnent à la juridiction financière les moyens pour sanctionner tous ceux qui ne rendraient pas compte de l'utilisation de fonds du citoyen. Donc la première mission, c'est celle-là. Assurer l'effectivité de la reddition des comptes. La seconde, c'est de contrôler effectivement si les fonds ont été utilisés, vous avez parlé de bon emploi, si les fonds ont été bien employés, bon emploi. La troisième mission, c'est de sanctionner les mauvaises utilisations des fonds. Et puis, enfin, c'est d'informer le citoyen sur la façon dont son argent a été utilisé. Donc, vous voyez, c'est une institution pilier de la bonne gestion des ressources publiques. Et ces missions-là se répartissent en 2 séries d'attributions. Puisque vous avez posé la question sur la... Il y a les attributions juridictionnelles et il y a les attributions non juridictionnelles. Je vous ai dit tantôt que le plus clair de son temps, le juge des comptes, il est un contrôleur. Que ce soit les activités juridictionnelles ou non juridictionnelles, c'est toujours sur la base d'un contrôle. Alors, sur le plan juridictionnel, quand est-ce qu'il se comporte, quand il se comporte comme un juge là, c'est que il y a l'apurement des comptes des comptables publics. Le système d'utilisation de l'argent dans le système latin qui est le nôtre est parti d'un principe qu'on appelle le principe sacro-saint des finances publiques. Tous ceux qui ont fait l'expérience, ils connaissent ça. Et les gestionnaires aussi d'ailleurs. La séparation de l'ordonnateur et du comptable. Et ce système veut que on prenne le comptable public comme le seul qui doit garder l'argent du public, assurer le recouvrement et effectuer les dépenses. Et parce qu'il est le seul qui doit le faire, personne ne doit s'immiscer dans ces attributions-là, on a mis l'épée de Damoclès sur sa tête pour qu'il veille à la régularité de l'utilisation de ces fonds-là. C'est ça
que le juge des comptes met en œuvre. C'est lui, en fait, qui tient cette épée de Damoclès là pour contrôler si le comptable public a vraiment respecté sa mission de contrôleur de régularité. Donc c'est ça, en réalité, qu'on appelle l'apurement, le contrôle juridictionnel. Il y a aussi un autre point de contrôle juridictionnel qui est la sanction des fautes de gestion. Alors là, c'est une mission qui est venue il y a quelques décennies, parce que la Cour des comptes, il y a 200, la France a fêté 200 ans de Cour des comptes déjà. Donc, quand on a établi le système, quand on a établi l'apurement des comptes, et qu'on s'est rendu compte que malgré ça, il y avait toujours des mauvaises gestions, on a créé ce qu'on appelait les fautes de gestion. Alors, qu'est-ce qu'une faute de gestion? C'est limitativement cité dans la loi. Je vous donne quelques exemples. C'est le fait de se procurer à soi-même ou à autrui, ou même de tenter de se procurer à soi-même ou à autrui des avantages indus. On retrouve la définition de la corruption là. Vous voyez? Donc le juge des comptes a mission de sanctionner ce fait-là directement. C'est le fait de ne pas respecter les règles prévues pour l'utilisation des recettes et des dépenses. C'est le fait de ne pas respecter les règles de marché public. C'est le fait de créer des états de gaspillage de l'argent public. Vous voyez, tout ça, ça fait partie des attributions du juge des comptes. Et donc, quand le juge des comptes va découvrir tout ça, il va sanctionner. Et tout ceci, ça constitue ce qu'on appelle les attributions juridictionnelles. Il y a une autre activité qui est la sanction des gestions de fait, c'est-à-dire les immixtions dans les rôles d'un comptable public. Maintenant, il y a les attributions non juridictionnelles. Et là, le juge se comporte exactement comme les auditeurs, comme les inspecteurs, comme et il va aller regarder les pratiques et les procédures, les procédures dans les entités publiques de façon à assurer que ces pratiques sont bonnes, que les tests sont bons, que tout le dispositif fonctionne correctement. À l'issue de ces contrôles, il va donc faire ce qu'on a, c'est des recommandations. Des recommandations aux entités là pour améliorer la gestion des ressources publiques. Donc c'est là, on est vraiment dans le bon emploi des fonds publics. Il y a d'autres missions aussi qui sont non juridictionnelles, telles que son rôle dans le vote de la loi de règlement, qui est aussi une mission importante en démocratie. Vous avez mis le doigt sur ce qui transparaît même dans la thématique de cette émission, du bon emploi des fonds publics. Julio Tometti, juriste, nous a rejoint en temps, comme je l'annonçais. Bienvenue. Je vais peut-être vous poser la question. Quand on dit bon emploi des fonds publics, à part la partie technique, c'est-à-dire que vous devez dépenser 5 francs pour tel projet, au final vous en avez dépensé 20, 30 francs. Bon, on peut contrôler comment vous êtes arrivé à faire ça. Quand on dit bon emploi, est-ce qu'il n'y a pas une question il n'y a pas un volet subjectif à part les calculs qu'on peut faire en tant qu'auditeur? Est-ce qu'il n'y a pas une question de subjectivité ou d'opportunité d'emploi, d'effectivité de ces dépenses? Là, je veux parler de chevauchement entre le politique qui a l'opportunité, qui décide des dépenses à faire. Et parce que vous parlez des recommandations dans la littérature, on en a eu en France, ainsi de suite, où on dit vous n'auriez pas dû, ou bien il aurait été préférable de. Est-ce que on est en démocratie, est-ce que ça ne pose pas un problème? Ou comment vous voyez cette bon, j'ai mon élément de réponse dans l'exposé qui vient d'être fait tout à l'heure. Il y a deux éléments à retenir de point de vue formel. J'ai retenu tout à l'heure la notion de séparation, à savoir séparer l'ordonnateur du comptable. Ouais. Et l'autre chose, on a dit tantôt que
la Cour des comptes sera comment dire, une institution phare dans le contrôle budgétaire et la régularisation des comptes. Surtout dans ces rapports même avec le Parlement pour le contrôle des lois de finances, les lois de finances rectificatives et autres là, ça soit essentiel. Parce que c'est en ce sens que tout gestionnaire, toute personne qui a mandat pour gérer quoi que ce soit, si c'est que des fonds publics, il y a le processus, puisque au départ, il y a une sorte de budgétisation sur lequel on doit se fonder pour les actions à mettre en œuvre. Si dans la mise en œuvre, des aléas apparaissent et qui doit amener à aller au-delà de ce qui avait été prévu, je pense que le mécanisme existe, d'accord, pour revenir à la base, avoir cette caution-là, parce que ce qui est en cause, c'est d'agir, d'accord, sans avoir la qualité ou bien sans avoir la caution d'agir dans les proportions que la loi confère ou bien que les organismes confèrent. Et donc, de ce point de vue, on ne peut pas se mettre sous le couvert de ce que, à l'épreuve de la pratique, d'accord, un certain nombre d'avenants sont apparus et donc j'ai dû faire des choix, des options de telle façon ou de telle façon pour des... Ça ne peut pas, prospérer un argument comme ça. Oui, non, je vais être plus précis. C'est-à-dire, par exemple, que l'État veut faire, et la question a été posée quand on voit ces derniers mois, ces dernières années, quand on voit les bisbilles entre les politiques, l'opposition et la mouvance. Je vais donner un exemple très, très précis. Il y a des pans de l'opposition qui trouvent que, par exemple, l'asphaltage qui est en cours, que non, que le bitume coûte un peu trop cher, qu'on peut avoir ce qu'on veut, mais avec beaucoup moins de sous. Est-ce que le juge des comptes, si je peux m'exprimer ainsi, quand le politique dit, moi, je pense que pour ça, pour faire le haut kilomètre, je pense selon mes calculs, selon ce que je veux, le kilomètre me coûte 1500 francs ou 2000 francs. Et le juge des comptes dit non, tu peux avoir ce que tu veux, mais nous, selon nos calculs, nos enquêtes, on pense que tu pourrais faire ce bitume-là à 1000 francs. Je ne parle même pas d'avenant. Je parle de ce cas précis où on dit vous auriez dû opter pour ci, opter pour ça. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas de le projet en cours et on trouve vous parlez d'aléas et on en arrive à augmenter le budget. Je ne parle pas de ça. Je parle de l'opportunité même de la dépense. Parce que ça, c'est un cas concret qui a animé quelque peu, disons, les interactions entre les différents camps politiques ces derniers mois. Pour y aller, nous allons repartir dans les attributions fondamentalement de la Cour des comptes. Pour que la Cour des comptes n'empiète pas sur les prérogatives de l'exécutif. Parce que là, le pas peut être vite franchi. C'est exactement la question. Oui. C'est, du point de vue formel, c'est l'exécutif qui a les prérogatives pour engager les dépenses, quitte à ce que ces dépenses soient peut-être contrôlées, certifiées après. De toutes les façons, il revient à l'exécutif d'opérer des choix. Ce que la Cour des comptes peut faire dans ce cas de figure-là, c'est de contrôler en fait, à la fin, sur la base, la Cour des comptes fonctionnant comme un organe purement administratif, sur la base peut-être de ces rapports, finira peut-être par dire, nous aurions pu, ou bien on aurait pu prendre telle option au lieu de telle autre, pour servir pour l'avenir, non pas pour remettre en cause ce qui fondamentalement les choix que l'exécutif aurait. Parce que je pense que son rôle se limite, comme on l'a dit tantôt, à la régularité des fonds. Est-ce que, puisque de manière générale, aucun secteur, aucune composante d'accord de l'exécutif ne prend pas ex nihilo une décision, un choix de dépenses. D'accord? Les choix de dépenses suivent en fait un certain nombre de mécanismes pour finalement être opérés. Et donc de ce point de vue, si tout le mécanisme est respecté, si ce qui est, il s'avérait à la fin que ce n'est pas le meilleur des choix, non, on en tiendra simplement compte pour l'avenir. Il n'y a pas lieu à ce que sur les options du gouvernement, il y a à discuter, non, on fera ci, sinon on va élever la Cour des comptes à un organe
d'accord, à qui l'exécutif doit être à chaque fois amené à se référer Je pose la question à dessein parce que nos amis de la société civile ne manqueront pas de relever et ça aura des conséquences politiques évidemment parce que si tout l'ensemble de la société civile commence par indexer sur des projets bien précis, à écouter la Cour des comptes, en se référant à la Cour des comptes dans ses recommandations a pointé du doigt, ça a des incidences politiques, qu'on le veuille ou non. D'un point de vue citoyen, simplement, Oui. on a parlé de reddition de comptes, il faut donner aux mots, aux formules, tout leur sens. Oui. Il n'y a pas d'institution qui prédomine sur... Enfin, dans une démocratie, on parle d'équilibre des pouvoirs. Et c'est vrai, on est à l'ère des exécutifs où beaucoup de choses se font par le gouvernement, par l'exécutif, mais point trop n'en faudrait. On le voit déjà sur les lois où vous avez parlé dans votre introduction de décisions qui s'imposent et qui sont susceptibles d'aucun recours au plan financier et comptable. Et ça doit être ça. Et sinon, on n'est plus dans la norme. On parlait en début. Enfin, il faut savoir ce qu'on veut. Et nous sommes dans un système qui impose qu'à un moment donné, on se soumette également au contrôle d'une institution qui a les attributions pour qui est suffisamment indépendante et autonome pour prononcer des arrêts et qui informe surtout la représentation nationale et le public à travers le rapport public annuel de la Cour des comptes. C'est au bout que le citoyen au moins attend à travers ce rapport-là de savoir comment on a disposé de ces impôts, du budget, des moyens qui ont été mis à la disposition des gestionnaires. Et nul ne devrait avoir la science infuse, ne devrait se soustraire aux recommandations, aux observations relatives au manque d'efficience, au manque d'efficacité dans l'utilisation des moyens qui ont été mis à disposition. Et donc, gérer un bon père de famille au niveau public revient vraiment à s'attendre à ce que le gendarme financier vienne vous remettre dans le droit chemin, que par ignorance ou par turpitude vous l'ayez fait. Attendez-vous à ce que la Cour des comptes vienne vous ramener un peu, oui, simplement orienter. Aller jusqu'à la sanction au besoin. Enfin, je laisse le praticien. Maxime Akapo, je reviens vers vous. Est-ce que dans notre espace UEMOA, on a un recul sur la pratique de cette cour? Je pense qu'on n'est pas les pionniers. Il y a d'autres pays dans la sous-région qui l'ont implémenté. Est-ce qu'on a... Nous sommes l'avant-dernier. Est-ce qu'on a un recul? Est-ce qu'on a un recul suffisant pour que notre cours s'inspire des pratiques des autres pays, puisqu'on est dans le même espace? Quelle a été entre griffes votre observation de la pratique de ces cours dans la sous-région? Je dois dire que sur ce terrain-là, le tableau n'est pas très reluisant. Il ne suffit pas de créer une institution, d'appeler ça Cour des comptes et puis bon, c'est fini. Mais malheureusement, c'est ce que nous avons souvent fait. Vous savez, le Sénégal a mis en place sa Cour des comptes depuis l'an 2000. Jusqu'à ce jour-ci, ça demeure la meilleure Cour des comptes. Les États qui ont suivi ont créé la Cour des comptes. Quand vous dites la meilleure Cour des comptes, c'est qu'il y a eu des... Oui, vous savez, pour qu'une cour soit vraiment une cour, il faut certaines conditions. Il faut déjà qu'on considère cette instance-là comme un corps de la magistrature financière. Un corps de la magistrature financière. Qu'il y ait de la professionnalisation dans ce qui doit se faire. J'ai dit une fois sur un plateau que le remplissage des juridictions financières par le haut est complètement. Qu'est-ce que c'est qu'un corps? Les pays où les cours des comptes fonctionnent, c'est des pays qui recrutent les animateurs de la cour au sortir de l'université. Exactement comme on recrute pour la magistrature judiciaire. On prend les meilleurs. Et puis, on les intègre à la magistrature financière. Exactement comme la magistrature. Et ils font une carrière là. C'est-à-dire qu'on débute
dans un grade d'auditeur, on appelle ça. 8 ans après, on devient conseiller référendaire. 8 autres années après, on devient conseiller maître. C'est comme ça qu'on se bonifie dans le travail. Vous imaginez, si on prend un cabinet d'audit privé, vous ne pouvez pas découvrir la fonction une fois qu'on vous a mis là-dedans et être chef. Hein? Donc on ne peut pas amener des gens qui n'ont pas d'abord le background. D'abord le background, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Et puis après le background, maintenant, il faut avoir l'expérience, l'étoffe, être formé pendant des années pour être un bon juge des comptes. Malheureusement, les cours qui ont été créés un peu partout dans la sous-région, j'aborde ces questions-là un peu dans l'un de mes ouvrages, n'ont pas tenu compte de ce fait-là. Et ça fait que il y en a qui sont là, mais on n'en voit pas les faits. L'effectivité. Voilà. Et dans le pourtour, si on sort un peu de mémoire, chez les anglo-saxons, Ghana, Nigeria. Les anglo-saxons ont carrément un autre système. Ça, c'est le système anglo-saxon, comme je l'ai décrit au début, c'est des auditeurs externes. Le GAO, le NEO, c'est des auditeurs externes qui ne font que l'audit. Ils n'ont pas mandat de sanction. Ils font l'audit. C'est dans ce système-là, il y a un procureur financier à qui tous les rapports d'audit sont envoyés. Et lui, il a un dispositif à sa disposition. Il a des outils à sa disposition pour exploiter ces rapports-là et ressortir les aspects qui méritent poursuite. Et on poursuit. Donc, le système latin n'a pas fait cette option-là. A fait l'option de... Moi, je défends ce système-là parce que... Le système latin. Oui. Parce que, au lieu de constater la faute et d'engager un autre processus pour la réparation, la sanction, le système latin a prévu que les violations de la législation financière soient sanctionnées par le juge financier. Mais le juge financier, quand il va constater des violations du droit commun, par exemple le vol de deniers publics, quand il constatera ces faits-là, il va les envoyer au juge judiciaire. L'importance du juge des comptes, pour bien l'apprécier ça, c'est qu'il intervient obligatoirement chaque année sur les comptes de l'État. Ce n'est pas ad hoc, ce n'est pas sous soupçon de malversation. Le juge financier n'est pas un juge de contentieux. Il ne fait pas le contentieux. C'est la différence fondamentale avec les autres juridictions. Ça. On ne le saisit pas pour dire on le soupçonne de voler, non. Mais lui, parce que les citoyens ont confié leurs sous à quelqu'un et que cette personne-là doit rendre compte, le dispositif qui a été prévu, c'est de dire que comme les citoyens ne sont pas en mesure d'épulcher les rapports, les comptes, tout ce qu'on sort lorsqu'on utilise les données publiques, on a consacré une institution pour faire ce travail-là au profit de l'Assemblée nationale d'abord, c'est-à-dire les représentants du peuple, pour éclairer leur débat politique, apporter des informations pour voter la loi de règlement, vous savez, et puis éclairer le débat politique et le citoyen aussi. J'avais dit tantôt que dans les 4 missions-là, il y a l'information du citoyen. Le citoyen ne peut pas aussi se lever et penser qu'il peut aller puiser toutes les informations dans l'administration pour savoir comment son argent, si son argent est bien employé, justement. Le bon emploi des fonds publics, c'est déjà ça. Est-ce que ces fonds-là ont suivi la procédure régulière? Est-ce qu'il y a l'efficacité dans la dépense? Vous avez parlé aussi de l'opportunité. Ça paraissait beaucoup vous préoccuper. Oui, l'opportunité. Non, l'opportunité, ils l'ont bien développée.
c'est le chef de l'État qui a présenté un programme pour régler les problèmes de la société, qui a l'opportunité de la dépense. C'est lui qui exécute toute sa dépense. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'évaluation des politiques. Ça, c'est après coup. Et quand on fait l'évaluation des politiques, on donne aux citoyens l'information pour qu'ils apprécient les opportunités de dépenses que le chef de l'État s'est donné pour pouvoir, en utilisant l'argent du citoyen. Donc, tout ça, c'est tout un mécanisme bien huilé, normalement, mais malheureusement, qui ne fonctionne pas bien encore. Oui, évidemment, Julio Tometi, la question qui se pose, c'est est-ce que cette cour aura ou a une réelle marge de manœuvre? On va dire aura, parce que là, on est en pleine opérationnalisation. La première préoccupation était la prise des différentes lois. La société civile en a fait son champ de bataille. Oui. Nous en sommes là. Maintenant, il reste l'efficacité de cette cour. Nous l'avons entendu tout à l'heure. Nous sommes dans le mois l'avant-dernier avant le Mali qui reste peut-être à rejoindre la BAC depuis 2009. Et les expériences dans les autres États n'ont pas, donné l'engouement nécessaire pour dire que la Cour des comptes, arrivait à véritablement à sa fin. Et ça devait être, une lecture pour nous, d'accord, pour, parfaire, améliorer, notre système de Cour des comptes. Est-ce que nous en avons tenu compte? Je pense sur moi, les analyses tout à l'heure de mon ami Maxime Akapo. Monsieur Akapo, pour dire l'autre chose dans la réalité béninoise, c'est que c'est une cour qui vient de se créer et je pense que ces propositions doivent être des propositions qui doivent être prises en compte pour que d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans, on puisse être amené à mettre ça fondamentalement en cause. Parce que ce qu'on nous reproche aujourd'hui dans la Cour des comptes, c'est que quand une cour comme ça s'est créée, on va chercher peut-être des experts dans tous les domaines, ainsi de suite, sans une conviction fondamentale par rapport à la chose, sans être forgé. On ira sortir peut-être un magistrat de chef qui a déjà fait peut-être 15 ans, comme la loi l'a dit, 15 ans, on ira chercher tel expert, tel auditeur, ainsi de suite. Mais fondamentalement, comment va se faire le travail de symbiose pour que les résultats puissent être atteints? Est-ce que ça ne sera pas comme toute autre institution, oui, c'est un poste véritablement honorifique, parce que comme on l'a dit, ce n'est pas une institution ad hoc. Et quand nous faisons un peu le point de toutes les administrations, partout où l'argent public passe aujourd'hui, je me demande si fondamentalement, même dans 5 ans, la Cour des comptes aura les moyens d'atteindre véritablement ces objectifs. Parce que c'est un travail de fourmi qui va se faire pour arriver d'une manière, parce que comptant sur l'effectif aussi de cette cour, pour arriver à faire le travail conformément. Est-ce que c'est la cour qui va vers les administrations ou bien ce sont les administrations qui rendent des comptes sur la base desquels la cour agit? Premier élément. Est-ce que la cour a un rôle préventif ou bien la cour attend de constater pour faire ses observations, pour faire ses recommandations, ses orientations? Donc, voilà des questions fondamentales sur lesquelles il faut déjà, à l'heure où nous sommes, parce qu'il faut reconnaître que, comme on le présente déjà, ça va, le thème, ça va burger un peu, d'accord? Ça va burger avant peut-être de prendre, mais c'est des éléments déjà sur lesquels on pourrait s'appuyer pour nous assurer une efficacité dans le temps. Oui, avant de donner la parole à Joël Ataïk-Bélégbé, juste pour répondre à sa préoccupation, vous avez déjà répondu à une partie. Est-ce que c'est la Cour qui va vers l'administration qui il a posé la question pour la quête d'information, ne serait-ce que ça. Encore que ces dernières années, il y a un vent de dématérialisation, en tout cas des pratiques dans l'administration publique, dans la fonction publique. Je pense que l'information financière est moins difficile à avoir qu'il y a quelques temps. Le juge des comptes est le juge de la reddition des comptes. Voilà. Donc, tous ceux qui utilisent l'argent du citoyen lui produisent des comptes. Voilà.
vous avez réponse à votre question. Maintenant, jugement sur pièce. Oui. Voilà. Et pour l'acteur de la société civile, donc, vous campez ce rôle très bien. Très bien. Est-ce que vous pensez que dans notre architecture actuelle, cette cour, ou même pour les prochaines années, est à l'abri de toute instrumentalisation? Non, elle ne l'est pas. Parce qu'il s'agit d'hommes, il s'agit de personnes humaines avec leur tempérament. Je peux vous donner toutes les garanties d'indépendance et vous ne vous en servirez pas. Et donc, on est indépendant d'esprit ou on ne l'est pas. C'est vrai, il faut des gages, il faut un certain nombre de dispositifs. M. Akako a parlé à très juste titre du corps, de la nécessité d'avoir un corps à partir duquel la carrière des gens est organisée, où ils ont des garanties, ainsi de suite. Ça commence par là d'abord. Mais le président, on l'a déjà vu à travers la Constitution. Encore que ça peut créer un certain corporatisme. Ah non, on a besoin d'avoir un corps où les gens ont des garanties, ils ont des obligations. Il a parlé des normes au début. On ne vient pas y faire n'importe quoi non plus. Voilà, donc on y progresse pas à pas, il y a un cheminement. Et l'étendue des dossiers qu'on vous donne à contrôler, enfin, il y a tout un dispositif qui fait que ça devient une machine qui tourne. Et donc il faut faire ce minimum en termes de rationalité. Deuxièmement, on a beau avoir un corps, mais s'il est chétif, s'il n'est pas assez étoffé, les gens ne pourront jamais faire le compte qu'il faut. Je parle sous son contrôle, on a au moins 300 comptes au niveau national à contrôler. Et je ne parle même pas des comptes des communes. On ne parle pas des collectivités locales encore. Alors qu'on a prévu des chambres régionales de comptes étroites sur le modèle de la cour d'appel. Donc le citoyen attend un peu, est assez impatient que tout ça soit pris en compte. Et on ne peut pas contrôler tous les comptes de l'État la même année. Il ne faut pas non plus se faire d'illusions. Donc ils y vont par des techniques de ciblage et autres là, ou par secteur, et nous rendre des comptes sur des rapports sur 2-5 ans après avoir observé globalement le fonctionnement du dit secteur, pour qu'on voit ce qui s'y passe, les mauvaises pratiques, ce qu'on peut y corriger, ce qu'on peut y amener de moderne, de plus transparent, de plus efficace ou de plus efficient. Maintenant, le défi est là que les hommes habitent, les hommes et les femmes, j'entends, habitent effectivement la fonction. Et bien sûr, il y a un effort du politique à faire. La loi organique a fait une part, la révision de la Constitution, la loi organique a fait une part de cet effort. On a été jusqu'à déjà reverser les auditeurs qui étaient disponibles au niveau de l'ancienne Chambre des comptes. Il faut aller au-delà. Je ne connais pas encore le siège de la nouvelle Cour des comptes, mais on l'a fixé à Porte Novo. Donc toutes ces choses-là ont besoin de visibilité. La Cour elle-même doit définir ses normes internes de gouvernance et d'excellence. Il y a une chose peut-être que j'aurais pu, sur laquelle M. Akako pourrait nous édifier. On a semblé dire que dans le système francophone, il y a les juges financiers, mais que dans le système anglophone, il y a les auditeurs. Mais il me semble que le système francophone prévoit, en plus de son corps de magistrats financiers, de faire appel à des auditeurs externes au besoin pour appréhender l'étendue des comptes à contrôler. Donc si on se décide, si on est vraiment motivé à travailler dans ce sens-là, j'ose croire qu'à l'arrivée, nous constaterons une meilleure tenue des comptes dans notre pays. Il n'y a pas de doute que la peur du gendarme soit le commencement de la sagesse et de la bonne gestion. Et donc si tout le monde s'y met, si les députés sont mieux informés, ils peuvent être plus regardants, ils peuvent exiger plus du gouvernement. Le gouvernement même peut se faire conseiller par la Cour des comptes parce que nul n'a la science infuse. Donc elle est là également dans un rôle de convergence des actions des institutions publiques. Et parce que le but, c'est la bonne tenue de nos comptes des finances publiques. Et ce n'est pas une guerre de tranchées,
Mais l'un dans l'autre, je pense que les bonnes pratiques pourraient se mettre progressivement en marche pour un autre visage de notre administration. Monsieur Agabo, vous avez écrit sur la gouvernance financière, réflexion sur la gouvernance financière au Bénin en 2008. Est-ce qu'on peut dire avec cette nouvelle charpente, le Bénin, disons, avec tout ce qui a été fait comme effort ces dernières années, en termes de gouvernance financière, de transparence financière, c'est peut-être le pan qui manquait pour que l'architecture dans son ensemble soit assez performante et efficiente. Absolument, on a fait un pas. Il faut s'en féliciter. Ça fait depuis 20 ans qu'on est dans cette quête-là. Oui. Hein, et bon, on a fini par l'avoir. Il faut dire que les tests sur la Cour des comptes du Bénin, globalement, c'est bon. Parce que nous avons travaillé sur ces questions-là pendant des années, animé par le souci de doter le pays de bons tests. Il y a eu un comité qui a travaillé sur cette question-là, composé de techniciens de plusieurs domaines, et on a pu élaborer des projets de tests qui tiennent compte d'ailleurs des écueils que les autres n'ont pas pu éviter. Hein, donc on a déjà mis une bonne partie dans la Constitution. Et puis ensuite, la loi organique qui est passée aussi a déjà pris une bonne partie de l'arsenal qu'il faut pour faire bien fonctionner. Il reste la loi sur les procédures, il reste le statut des magistrats, et qui sont des tests importants. Ça, c'est au niveau des tests. Mais il reste aussi à mettre en place le Conseil supérieur des comptes et à mettre en place le corps de la magistrature financière qui va avec. Donc, disons que les défis, je vais rebondir sur ça en même temps parce qu'il a commencé par donner quelques éléments. Les défis que notre cours devrait relever, moi je les situe à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le défi de la couverture des champs de compétences. Ce champ est très très vaste. Vous imaginez le budget d'un État, enfin de notre État, c'est 1500 milliards. Ouais. Il y a le budget des collectivités territoriales, plus de 100 milliards. Ouais. Les établissements publics, près de 200 milliards. Les sociétés publiques, tout ce qui utilise l'argent du show, là, c'est beaucoup de milliards. Y compris les hôpitaux privés, enfin, la loi inclut le contrôle de ces cliniques privées, là. Me semble-t-il, enfin, je ne sais pas. Qui bénéficient des subventions. Non, c'est-à-dire que le juge des comptes n'intervient que lorsqu'il y a des fonds publics qui sont allés quelque part. Donc, même quand on fait des télétons, comme c'est toujours sous le compte de l'État, oui. le juge des comptes peut aller. Mais ça, là, ces choses-là, c'est subsidiaire. Je dis. Le gros lot, c'est déjà le budget de l'État qu'il faut contrôler en recettes et en dépenses. Est-ce que les recettes sont vraiment encaissées au profit de l'État? Les dépenses, est-ce que c'est exécuté de façon régulière? Est-ce qu'il y a la régularité? Est-ce que c'est exécuté dans un esprit d'économie, d'efficience et d'efficacité? Vous savez, de plus en plus, on parle de performance, on parle de la gestion axée sur les résultats. Autant de domaines qui relèvent du juge des comptes. Vous savez qu'à la suite de l'exécution des budgets programmes, il y a un rapport sur l'exécution, un rapport de performance qui est déposé au juge des comptes. Et lui, il fait ce qu'on appelle l'audit de performance là-dessus et communique sur tous ces comptes. Donc, la couverture du champ de compétences, ça c'est le défi principal, le défi majeur à régler. Et pour régler ce défi-là, il n'y a pas 36 solutions. Il faut les ressources, surtout humaines, de qualité et en quantité. Alors, le deuxième, c'est la professionnalisation. Que des gens qui travaillent dans cette juridiction-là
ils aient le background et qu'ils soient formés pour être efficaces dans cette juridiction. Que ce ne soit pas des gens qui découvrent la fonction une fois qu'ils y sont. Et puis le troisième défi, c'est le défi informationnel. Alors là, la Chambre des comptes a eu énormément de problèmes à pouvoir communiquer avec le citoyen, à pouvoir communiquer, à produire, diffuser les rapports. J'en sais quelque chose. Alors que c'est sa mission que de dire aux citoyens à travers les rapports publiés là, que voici la façon dont telles ressources ont été utilisées. Et là-dessus, vous savez, dans les pays où ça marche, quand le rapport public ça sort, tout le monde se rue là-dessus pour en connaître un peu. Parce que c'est pour alimenter la démocratie même. Puisque c'est sur la base de la connaissance des promesses du chef de l'État qu'il est là, que le citoyen va lui renouveler son mandat ou choisir de le sanctionner. Mais qui produit cette information-là sur l'utilisation des données publiques? C'est le juge de compte une fois de plus. Voilà. C'est sûr, c'est parce que apparemment on a déjà rogné sur notre temps. C'est sur ça que je voulais vous poser la question sur le défi informationnel, parce que le juge des comptes a produit un très bon rapport. Les députés peuvent s'en sortir en griffe, encore que ça aussi c'est un autre défi. Maintenant, le défi c'est de rendre ces rapports-là digestes aux citoyens lambda. Comment on peut s'y prendre? Parce que déjà, le budget national, si vous posez la question, il y a depuis quelque temps, le ministère des Finances produit ce qu'on appelle le budget participatif, le budget citoyen, exactement, qui est, disons, accessible, je pense, à un élève de CM2 ou de 3e année. Maintenant, encore, si vous prenez une bonne partie de nos concitoyens, même ça, c'est pas forcément accessible. Comment on peut faire, comment on peut y arriver? Je pense que sur la question d'information, je pense que ce serait trop demandé, d'accord, à la Cour des comptes d'aller sur ce plan-là. La Cour produit ses rapports. Sur la base des rapports que la Cour produit, les différents composants de la société, l'exécutif, c'est-à-dire les politiques, la société civile, chacun en ce qui le concerne, par rapport au pan de ce rapport qui les concerne, rend ces éléments-là accessibles dans les localités, dans les communautés, même dans des langues, pour que... Les politiques aussi. Oui, les politiques aussi, selon l'intérêt que ces différents composants ont par rapport aux différents aspects de ce rapport que la Cour des comptes se charge de produire annuellement. Et donc, il ne sera plus question à la fin, par exemple, d'un mandat, de dire nous avons construit 1000 salles de classe, nous avons donné 5 milliards aux femmes, nous allons donner... En fait, ça va s'apprécier en termes, d'accord, d'opportunité, de performance et de rationalité. Et donc, tous autant, même la presse se chargera de divulguer l'information, puisque ce serait trop demandé, je le disais tantôt, à la Cour des comptes de produire par exemple des plaquettes qui soient plus accessibles par rapport aux uns aux autres. Oui, c'est ce que vous voulez dire, c'est possible. C'est possible. Des plaquettes quand même, je pense. Des plaquettes, ils peuvent. Ok, bon, donc moi je voulais dédouaner un peu la Cour des comptes pour engager tout le monde dans cette responsabilité-là en termes d'information, de communication. C'est un défi. La même question pour finir, je pense qu'il nous reste 2 minutes. Je dirais vraiment pas autre chose. Fondamentalement un défi, nous découvrons et nous devons compléter. C'est un travail de complétude du dispositif institutionnel et démocratique de notre pays. Et donc, je le rappelle, ça ne peut pas être une guerre de tranchées, c'est-à-dire qu'on est en train de boucler la boucle et pour que chacun à son niveau ait la bonne information pour apprécier. Y compris l'exécutif lui-même, c'est une forme de miroir sur son travail, son action. Et les choses devraient mieux aller. En disant, je fais même le parallèle rapidement avec une autre institution qui interpelle, c'est le médiateur de la République. Dans les démocraties où le médiateur est toute proportion gardée,
sur la violation des droits des usagers, des travailleurs de l'administration et autres, là, sur les zones de non-droit dans un pays, le médiateur est fondé encore à rappeler à toute la société qu'il y a des efforts à faire. C'est simplement de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, dans un système de séparation de pouvoir, d'équilibre des pouvoirs, il faut souffrir que l'information circule. Je ne sais pas si c'est fondamentalement un défi pour une Cour des comptes d'avoir accès à l'information. En principe, elle a les prérogatives pour qu'on mette à sa disposition toute information. Elle a en plus le devoir de dénoncer chaque fois qu'elle tombe sur des situations douteuses. Mais de l'autre côté, pour le citoyen à la base, comme pour un certain nombre d'entités dans la société, voilà, on est impatient de nous appuyer sur le travail de la Cour des comptes, comme sur celui de l'Assemblée et même celui du gouvernement. Voilà, l'autre parent de notre débat, c'est la lutte contre la corruption. Évidemment que ça va, je ne dirais pas que ça va de soi, mais c'est un gros pas de franchi. Par exemple, parce que parfois, quand les politiques eux-mêmes, en Conseil des ministres, récemment, on a eu vent de mauvaise gestion au niveau de l'office de tourisme ou suite auquel le Conseil des ministres a instruit, disons, la dissolution de cet organisme et instruit pour des poursuites en conséquence. Parfois, quand le politique s'engage dans cette voie, il y a toujours des questions de suspicion. Là, pour le coup, avec ce travail-là, on pourrait se dire que la Cour des comptes vient quelque peu décharger l'exécutif d'une part de ce travail de vigie. Oui, la question de la corruption, c'est vrai. Toute l'activité du juge des comptes est au service de la lutte contre la corruption. Et on a noté, pour conclure, c'est ça que vous voulez? Oui, pour conclure. Disons que le Bénin, à l'instar des autres pays de l'UEMOA, sous la poussée de cette institution, a créé maintenant sa Cour des comptes. Il faut espérer que les choses se passent au mieux pour que quand on sera à l'heure du bilan, qu'on puisse compter notre pays parmi les pays qui ont une véritable Cour des comptes. Parce que il a fallu qu'on fasse 40 ans après le bilan pour constater que ce qu'on avait pris, l'option n'était pas bonne. Il ne faut pas que d'ici quelques décennies, parce qu'on n'a pas pris les mesures qu'il faut, qu'on se retrouve encore à dire oui, on a créé la Cour des comptes, mais la corruption n'a pas reculé, la bonne gestion a fait ceci, n'a pas, etc., etc. Il faut vraiment espérer que les défis là seront relevés. Est-ce qu'on peut demander à M. Akapo si à l'échéance de la fin de cette année, est-ce que la Cour des comptes pourrait raisonnablement là, je vous laisse faire mon travail. De cette année? Moi, j'ignore ça. Voilà. Il pose la question. Je ne sais pas. Le résultat. Voilà, merci Maxime Bruno Akapo. Je rappelle que vous êtes consultant financier audit public et vous avez une longue expérience dans la pratique de l'audit public parce que vous avez siégé pendant pratiquement 20 ans à la Chambre des comptes de la Cour constitutionnelle. Nous avons essayé de la Cour suprême, pardon. Nous avons essayé de tirer quelque peu bénéfice de votre expérience, même si le temps était un peu court. Jules Tomenti, juriste, merci pour votre participation. Et Joël Ataï-Guédégbé, acteur de la société civile, expert en gouvernance, merci. Mesdames et messieurs, nous avons essayé quelque peu d'effleurer cette thématique importante liée au bon emploi des fonds publics à l'occasion de l'opérationnalisation en cours de cette Cour des comptes. Nous espérons avoir quelque peu, disons, défriché quelques questions en suspens. Nous y reviendrons sûrement. Pour le moment, portez-vous bien et merci pour votre fidélité à nos programmes.